virus transmis par les phlébotomes, et comme Suzy va vous en parler aussi, je vais plutôt parler de techniques de neutralisation pour faire la séroprévalence, en savoir un peu plus sur ces virus et sur leur intérêt. Alors en fait, les phlébotomes, vous voyez, c'est des insectes qui font le tiers de la taille d'un moustique. Donc c'est des insectes qui circulent actuellement, puisqu'on a déjà des cas de méningite à Toscana. Donc ils sont tout petits, ils sont complètement silencieux. Ils appartiennent à un énorme groupe. Et en gros, dans l'ancien monde, chez les World, on a des phlébotomes et des sergentomia, qui ressemblent à ça. Et dans le Nouveau Monde, les lusomia. Donc il y a une séparation totale de ces phlébotomes. Alors en fait, ils s'appellent sandflies, pas du tout parce que c'est les mouches des sables, comme tout le monde les appelle, mais en fait parce qu'ils ont un corps qui a couleur sable, donc ça n'a rien à voir que le sable. Hein. Ils ne sont pas autour des plages. Il y a plein de gens qui pensent que quand ils sont piqués à la plage par des puces ou des trucs, c'est ça, parce que ça s'appelle sandfly, mais ça n'a rien à voir. C'est des insectes qui ont un comportement qui est totalement différent de celui des moustiques. Ils n'aiment pas du tout l'eau, ça ne les intéresse pas du tout. Donc ils ne sont pas près des piscines, ils ne sont pas près ils vivent plutôt dans les anfractuosités et dans des zones qui sont des zones un peu périurbaines, rurales. C'est-à-dire en pleine ville, on peut en trouver, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, dans les zones périurbaines, dans les zones où il peut y avoir des clapiers, des chevaux, etc., des animaux domestiques, ils se nourrissent des crottes en fait d'animaux domestiques, et donc ils ont besoin de cette matière organique pour pondre leurs œufs et pour se reproduire. Donc ils sont actifs bien sûr que pendant l'été, en tout cas dans nos contrées, et comme pour les moustiques, il n'y a que la femelle qui pique, hein, puisque en fait elle a besoin d'un repas sanguin pour pondre ses œufs. Donc ils ils passent totalement inaperçus, vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas, mais voilà, on voit bien les cartes, en fait, ils occupent une surface géographique qui est absolument gigantesque. Là, vous avez une forme de phlébotome, une espèce de phlébotome qui est Perniciosus, vous voyez, qui occupe tout le bassin méditerranéen, et puis Papatasie lui occupe tout le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient, la péninsule arabique, etc. Donc c'est une dispersion qui est absolument gigantesque. Et ils sont plus connus pour le fait qu'ils transmettent des maladies parasitaires comme la leishmaniose, hein, qui est une maladie du chien, qui est aussi une maladie de l'homme. Dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire dans les Amériques, ils transmettent des bartonelloses, mais pas dans l'Ancien Monde, ça n'a jamais été rapporté. Et par contre, ils transmettent des maladies virales aussi. Et ces maladies virales, en fait, les premières informations qu'on a eues par rapport à elles, vous voyez, c'est parmi les premières maladies virales rapportées dans la littérature et associées à un insecte, c'est la fièvre à Papatasie, parce qu'elle était transmise par ce Phlebotomus papatasi, justement, qui a été rapportée dans les Balkans en 86. Bien sûr, ils ne savaient pas, en 1886, ils ne savaient pas que c'était dû à un virus, mais ils avaient remarqué qu'il y avait des épidémies. Et il y a 2 virus qui ont été isolés, identifiés pendant la Deuxième Guerre mondiale par Albert Sabin, lors du débarquement des troupes alliées en Italie. Et donc il y en a un qui s'appelle Siciliane et l'autre Naples, et qui causent des syndromes fébriles. Et en gros, ils étaient connus que pour ça. Par contre, ils posent un gros problème au niveau des forces militaires, parce que jusque maintenant, dans le Moyen-Orient, en Afghanistan, etc., les soldats qui viennent de pays, de zones complètement non endémiques, où il n'y a pas ces phlébotomes, se font piquer massivement et sont KO pendant 2, 3 ou 4 jours. Donc, militairement, ça pose un problème. Ça a toujours été rapporté comme des épidémies qui posent des problèmes aux armées. Cliniquement, les virus Naples et sicilianes sont totalement indistinguables l'un de l'autre. Ils donnent des fièvres de 3 jours en général, des fois durer plus de 3 jours. Et en 1970, il a été isolé un nouveau virus qui s'appelle Toscana. Et ce virus est le premier de ce groupe-là qui donne des méningites, des encéphalites et des méningites. Et puis il y en a un troisième qui s'appelle Arbia, qui lui a été isolé en 88 et n'a jamais été relié à aucune maladie humaine ou animale, dont on pensait en fait que ce virus il posait pas vraiment de problème. Alors pourquoi c'est important de s'intéresser à ces bestioles? Parce que d'abord la situation a complètement changé depuis les années 60, puisqu'il y a eu de grandes campagnes de lutte contre le paludisme,
dans tout le pourtour méditerranéen et qu'on a inondé la zone de DDT et qu'en l'occurrence, on a complètement modifié les écosystèmes et que les espèces de phlébotomes qui étaient présentes avant les années 60 ne sont plus les mêmes que celles qui sont présentes maintenant. Et que donc la connaissance de ces maladies, qui est une connaissance en fait entre 1945 et 1960, elle est peut-être complètement différente de la situation qu'on a aujourd'hui dans le pourtour méditerranéen. Deuxièmement, depuis à peu près une dizaine d'années, grâce aux techniques de séquençage au débit, il y a une quinzaine de nouveaux virus dans ce groupe-là qui ont été rapportés, qui ont été décrits, qui étaient inconnus avant, et que donc l'importance médicale et vétérinaire de la plupart de ces flébovirus dans l'ancien monde reste relativement mal connue. Donc l'objectif, en fait, c'était de tenter d'un peu mieux connaître ces virus dans plusieurs sites sur lesquels on avait la possibilité d'obtenir du sérum et essayer d'étudier des populations, vous voyez, qui sont en Turquie, à Chypre, en Grèce, en Afrique du Nord, au Portugal et en France. Regardez un peu ce que ça peut donner, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Donc la technique qu'on a utilisée pour faire cette étude, c'est en fait une technique de neutralisation. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure, c'est la technique la plus discriminante en sérologie virale. Donc en fait, on prend des cellules viraux, on les infecte et on fabrique des stocks de virus. Et avec ce stock de virus, on va titrer ce stock de virus, pour savoir exactement la quantité de virus qui est à l'intérieur. Et on va travailler avec une quantité de virus constante, qui peut être de 100 ou de 1000 TCID, c'est-à-dire des doses infectieuses limites, et une quantité de cellules, qui est aussi une quantité fixée. Et on va mélanger avec cette quantité de virus des sérums. Et si dans les sérums il y a des anticorps neutralisants, ils vont empêcher le virus de pousser. Et donc on n'aura pas d'effet cytopathique sur les cellules. Et s'il n'y a pas d'anticorps neutralisants, le virus va pouvoir pousser, va détruire les cellules. Et donc on n'aura pas de protection. Donc en fait cette technologie, c'est une technologie qui est très vieille. La neutralisation, ça a plus de 50 ans. On l'a automatisé parce que faire ça manuellement, c'est très long. On l'a automatisé. Et donc, vous allez voir, on a fait un grand nombre de tests. Et la raison pour laquelle on a utilisé cette technique de neutralisation, c'est que si vous regardez cet arbre phylogénétique, qui est, en gros, il n'est pas faux, mais c'est pas un arbre phylogénétique, c'est un regroupement génétique. On a en fait 3 complexes de virus. Le fameux virus NAP dont on a parlé tout à l'heure, qui est celui qui avait été identifié pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a plein d'autres petits copains qui sont proches de lui, et en l'occurrence le virus Toscana, qui appartient à ce groupe-là. Ensuite, un autre groupe qui est le groupe siciliane, et puis ce fameux sérocomplexe Aléabad, vous voyez, qui est le virus Ardia, et pour lequel on n'a aucune connaissance de sa capacité à infecter l'homme ou l'animal. Alors, le problème d'utiliser des techniques comme les LISA ou l'immunofluorescence, c'est qu'elles sont effectivement sensibles, mais elles ne permettent pas de faire la différence entre ces différents virus. Et donc, quand on utilise ces techniques, on peut répondre globalement, il y a un flébovirus à l'intérieur, des anticorps anti-flébovirus à l'intérieur de mon sérum, mais on ne peut pas aller plus loin. Donc on est un peu limité. Et la question qu'on se posait, c'était, parmi ces différents virus, et comme il y en a de nouveaux qui ont été isolés, vous voyez récemment, parmi tous ces virus, est-ce qu'ils sont tous pathogènes pour l'homme? Donc est-ce qu'ils sont tous capables d'infecter l'homme ou non? Donc à chaque fois dans ces études, ce qu'on a fait, c'est utiliser au moins un virus de chacun de ces complexes différents, de les utiliser de préférence avec, ça par exemple, c'est ce qu'on a fait en Tunisie, c'est-à-dire d'utiliser, voilà, on l'a fait en Tunisie. En Tunisie, on sait qu'il y a le virus Toscana qui circule, on sait qu'il y a ce virus-là qui est proche de Toscana qui circule, on sait qu'il y a ce virus qui est proche de Sicilienne qui circule, et celui-là qui est dans ce groupe-là. Donc on a dit on va utiliser les virus qui circulent localement, hein, puisque cette technique est une technique très discriminante, et on va utiliser ces 4 virus pour tester des sérums humains ou animaux. Et donc là, on a eu sous la main des sérums de chiens, donc des sérums de chiens qui étaient soit dans le centre de la Tunisie, soit dans la partie méditerranéenne de la Tunisie. On les a testés en séroneutralisation, donc contre ces virus qu'on sait qu'ils circulent en Tunisie. Et le résultat qu'on obtient, c'est que
on a, vous voyez, des pourcentages qui sont des pourcentages en neutralisation et il n'y a pas de réaction croisée entre ces différents tests. Donc quand on affirme, enfin, on obtient 6,3% d'anticorps de ces chiens contre le virus Toscana, c'est bien qu'ils ont rencontré ce virus-là et pas un autre, pas un virus proche. Et pareil pour les autres. Donc vous voyez, la première chose, c'est que les titres, les pourcentages qu'on obtient sont des pourcentages qui sont très élevés, hein, puisque ça varie entre 6% et près de 40%, plus de 40%. Donc la première chose importante, c'est que dans la même région en Tunisie, on a des virus différents qui circulent, qui co-circulent, et qui sont tous transmis par des phlébotomes qui probablement appartiennent à la même espèce. La question qu'on s'est posée à ce moment-là, c'est finalement, comme les taux sont importants chez les chiens, est-ce qu'il est maintenant nécessaire d'aller tester les sérums humains, parce qu'on n'est pas dans une faculté vétérinaire, et donc finalement ces chiens, ils servent de sentinelles, c'est plus facile d'obtenir des sérums de chiens que des sérums humains, la plupart des cas. On a fait la même chose avec le Portugal. Alors le Portugal, la situation était un peu différente, puisque le seul virus qu'on connaissait qui était présent au Portugal, c'est le virus Toscana. Dans ce groupe-là, on n'en avait aucun. Donc, dans ce cas-là, on a utilisé des virus modèles en disant on en prend un dans chacun de ces groupes, et puis on va essayer. Et voilà le résultat. Donc on a testé 1160 sérums de chiens et des sérums de chats dans 2 régions du Portugal. Et donc on a utilisé le virus Toscana qui est présent au Portugal, et puis on a utilisé le virus sicilien, on ne savait pas s'il était présent, et un virus du groupe Arbia Saleaban pour essayer de faire un peu de la séroprévalence. Et voilà les résultats qu'on obtient. Avec le virus Toscana, on a à peu près 7% des chiens qui sont porteurs d'anticorps neutralisants. Avec le virus sicilien, on a plus de 50% des chiens qui sont porteurs. Avec le virus Saleaban, 0,2%, mais encore une fois, il faut se méfier, parce que ça ne veut pas dire que on ne sait pas si ce virus circule, mais qu'il y a peut-être un virus du même groupe, mais qui est différent de celui-là qui circule, donc on a fait un pari. Et ensuite, chez les chats, vous voyez, il y a aussi du Toscana et du Sicilian, mais à des taux beaucoup plus bas. Donc, c'est pas trop conclure là-dessus, le chat n'est peut-être pas une très bonne sentinelle. En tout cas, ce que ça montre, c'est que dans la même région, il y a plusieurs virus qui circulent, qui co-circulent, donc on a un peu des résultats identiques à ceux qu'on a observés en Tunisie. Donc, pour le Portugal, c'est la même chose, on a plusieurs virus de sérocomplexes différents qui co-circulent dans la même région, avec des taux qui sont extrêmement élevés. Le chien semble être une bonne sentinelle, donc les résultats qu'on obtient chez le chien reflètent bien que ces virus circulent dans les 2 régions qui ont été étudiées. Et bien entendu, il faut faire la même chose, c'est-à-dire maintenant essayer de développer des tests pour l'homme, hein, qui sont développés, mais il faudrait qu'ils soient réalisés dans les laboratoires pour savoir un peu ce que ça donne chez l'homme. On a fait la même chose en Grèce et à Chypre. Alors en Grèce et à Chypre, vous voyez, là c'était plus simple, puisqu'en fait on connaît tous ces virus qui sont présents, donc on les a utilisés pour faire des études de prévalence. Hein. Donc encore une fois, c'est des sérums de chiens, de Grèce, de Chypre, vous voyez. Et voilà les résultats. On a des résultats qui sont un peu similaires, donc effectivement un pourcentage modeste de sérums animaux qui sont positifs pour Toscana, un pourcentage assez modeste avec Saleaban, et par contre Sicilian, des quantités absolument énormes, hein, des taux de 72% de séroprévalence. Ça, c'est la même chose, c'est la même étude, mais cette fois, elle est à Chypre. Vous voyez, on a les mêmes résultats. Donc, la conclusion de ces études, si on les prend de façon un petit peu groupée, c'est que finalement, nous, on s'intéresse, et on va voir tout à l'heure que c'est effectivement un problème important au virus Toscana qui est transmis au phlébotum chez nous, parce qu'il donne des maladies neurologiques, mais il y a probablement un intérêt à s'intéresser à ce virus qui n'a jamais été rapporté dans des maladies neurologiques, mais c'est probablement qui a été rapporté comme étant une cause de fièvre estivale, et qui circule de façon très importante dans ces régions. Donc, si les chiens ont des taux de neutralisation de l'ordre de 50, 40, 60, 70%, il y a quand même des chances que l'homme se fasse piquer. Comme on sait que l'homme peut être infecté par ce virus et développer une maladie, il y a quand même un grand intérêt à l'ajouter dans notre arsenal diagnostique. Donc vous voyez, on trouve toujours les mêmes résultats. Alors là, c'est une continuation, mais cette fois on ne l'a plus fait chez les chiens, on l'a fait chez l'homme. En Algérie, on savait qu'il y avait du virus Toscana, il a été isolé dans le nord de l'Algérie, et vous voyez aussi du
virus Sicilian. Et donc, on a fait une étude toujours de séroprévalence en utilisant les anticorps neutralisants, et chez des populations qui habitent en Kabylie, près de l'endroit où les souches de virus Toscana ont été isolées à partir de phlébotomes. Vous voyez que les taux de positivité sont extrêmement élevés, puisqu'on a 46% de la population humaine qui présente des anticorps neutralisants. Pour vous donner une idée, dans le sud de la France, on est à peu près à 4% de la population, dans le sud-est, qui est la partie la plus à risque, on est à 4,5% de la population. Donc on a une exposition de la population algérienne qui est 10 fois plus élevée que la population du sud de la France, et ça confirme les résultats qu'on avait eus en Tunisie, qui sont aussi des taux d'exposition de ce niveau-là, c'est-à-dire de 45%. Donc clairement, il faut continuer à rechercher ce virus Toscana dans le sud de la France, mais il y a quand même un immense intérêt à transférer ces techniques dans le nord de l'Afrique pour qu'ils le testent de façon systématique. C'est quand même un virus qui donne des encéphalites dans la moitié des cas d'infection symptomatique et qui, dans le reste des cas, donne des méningites. Donc ce n'est pas un virus anodin. Ça, c'est pas très intéressant. Alors ça, c'est intéressant, c'est qu'en fait, si on regarde, c'est ce qu'on appelle les moyennes géométriques, c'est-à-dire que ce que ça démontre, c'est que plus on est âgé, plus l'exposition, le taux d'infection est élevé. Donc ça représente bien qu'on est exposé toute sa vie à ce virus-là. Ce n'est pas un virus qui donne une maladie chez l'enfant et après on ne l'a plus. En fait, on est exposé toute sa vie, plus on est vieux, plus on a de chance d'avoir des anticorps. Hein, donc on peut s'infecter entre 0 et 100 ans par ce virus, donc il n'y a pas de... Et bien entendu, plus on est âgé, plus on a de chance d'avoir des anticorps neutralisants. Donc les grandes conclusions de cette étude, c'est qu'en fait, en total, il y a à peu près 10 000 sérums qui ont été testés par cette technique de neutralisation, qui ont fourni à peu près 18 000 résultats, donc c'est la deuxième plus grande série au monde utilisant cette technique sur ces virus-là. Ce qu'on a mis en évidence, c'est que, en fait, les virus de ces trois sérocomplexes, ils co-circulent partout où il y a le phlébotome. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas tellement de spécificité du vecteur. Les chiens semblent être d'excellentes sentinelles pour l'étude de ces virus, donc le fait de travailler sur des sérums de chiens peut permettre de savoir un peu si ces virus sont présents ou ne sont pas présents. Est-ce que les chiens sont des réservoirs pour ce virus? Ça, c'est une question, puisqu'en fait, ces virus, on ne sait pas quel est leur cycle naturel et s'il y a un réservoir vertébré. C'est ce qui est classique dans les arbovirus. Là, clairement, il y a un intérêt à faire des études expérimentales chez le chien pour voir s'il est capable de servir de réservoir ou d'auto-amplificateur, ce qui aujourd'hui n'est pas connu. C'est la première fois qu'on montre que le virus du complexe aléabat, c'est-à-dire le troisième, ANA ou fascicilienne le troisième, peut infecter l'homme à des taux élevés, alors visiblement, l'animal. Chez l'homme, les résultats qu'on a ne sont pas très consistants, ne sont pas très définitifs. Et maintenant, l'intérêt, c'est de développer des tests directs de PCR temps réel, qui ne sont pas très difficiles à faire, pour essayer de continuer ces études chez l'homme et de les mettre en place dans des laboratoires diagnostiques, aussi bien dans le sud de la France, c'est déjà le cas, mais probablement dans les zones dans lesquelles ces virus circulent énormément, parce qu'il y a probablement un grand nombre de cas de méningite en Algérie et en Tunisie qui sont dus à ce virus, et aujourd'hui, le diagnostic n'est pas fait. Je crois que c'est tout. Voilà. Merci.